Sans détour, ce dimanche est consacré au scandale à la FIFA, scandale de corruption, scandale de détournement de fonds. Alors, aujourd'hui, on s'interroge sur le pourquoi de ce scandale, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. Et pour en discuter ce dimanche 7 juin, un spécialiste de le jeu politique international en la personne de Luc Michel que nous retrouvons du côté de Bruxelles. C'est un habitué des grands débats et des grandes émissions ici sur les ondes de Cameroun Voice, un habitué de Sans Détour. Vous êtes le président fondateur de EOD, qui est un think tank donc qui démystifie tous les agissements des États-Unis et toute l'emprise que ce pays peut avoir, non seulement les États-Unis, mais tous les conglomérats financiers qui ont une main mise sur les affaires du monde. Vous êtes un lanceur d'alerte, comme si on peut vous présenter ainsi. Bonsoir du côté de Bruxelles. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs. C'est évidemment un plaisir de retrouver votre radio qui a été le premier grand média à me donner la parole en Afrique et donc j'ai toujours un plaisir à revenir sur vous. EOD, c'est pas seulement un think tank, c'est surtout une ONG organisée en réseau en Eurasie et en Afrique. Il y a EOD africain également. Nous faisons nos départements du monitoring électoral. Nous faisons aussi de la formation notamment sur Internet, de la formation donc à la géopolitique, à la sociologie, etc. Et nous avons un département think tank qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle toutes les révolutions de couleur, c'est-à-dire la déstabilisation par les États-Unis et l'OTAN d'un nombre incalculable de régimes sur les 3 continents. Alors, revenons donc à l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on va essayer de décortiquer ensemble les tenants et les aboutissants. Il y a quelques semaines, on voit grande surprise du côté de la Suisse des personnalités très importantes au rang des membres du comité exécutif de la FIFA qui sont arrêtés. C'est une grande première. Et on est à 2 jours de l'élection à la tête de la FIFA. On se dit, il se passe quelque chose. Et par la suite, le département de la justice américaine entre en scène avec des mandats qui sont lancés et toute la machine judiciaire américaine donc est en branle. Et c'est le début de ce qu'on peut désormais appeler comme le FIFA Gate ou le scandale de corruption à la FIFA. Comment donc comprendre la naissance, l'essence de ce scandale qui va finalement pousser Blatter dans ses derniers retranchements? Écoutez, il y a 3 choses à dire au départ. Il y a tout d'abord la réalité de la corruption de la FIFA, qui est gigantesque, mais qui est à l'échelle de ce qu'est la FIFA. La FIFA, c'est un empire financier avec une puissance géopolitique réelle. Le président de la FIFA, il est reçu partout comme un chef d'État. Le budget de la FIFA, c'est au-delà d'1 milliard d'euros par an. Et le chiffre d'affaires, qu'il ne faut pas confondre avec le budget, c'est-à-dire les affaires qu'on fait, les droits de télévision, le sponsoring, etc., ça va entre 950 millions d'euros et 1,3 milliard suivant les années. La corruption, évidemment, je dirais, elle est très réelle, mais il y a une immense hypocrisie, notamment des médias anglo-saxons et britanniques, qui ont l'air de découvrir ça. Moi, j'ai écrit en 2013, en février 2013, un article sur ce que j'ai appelé le Qatari Gate, et qui était précisément la corruption de la FIFA et l'achat par le Qatar de la Coupe du Monde de football de l'organisation 2022. Apparaissent des personnages comme Nicolas Sarkozy et un autre personnage qui aujourd'hui joue les accusateurs, joue les monsieur propres, c'est Michel Platini. Tous ceux qui voulaient savoir savaient à l'époque. Il y a de grands journaux français de sport comme la Gazette du football qui ont écrit exactement la même chose que moi. À l'époque, la justice n'a pas bougé et le Qatari Gate au niveau du scandale, il a duré pas plus de quelques jours. Alors pourquoi maintenant les choses arrivent maintenant? Parce que derrière le scandale, derrière l'affaire du football, il y a des enjeux de la grande politique internationale.
Il y a ce qu'on appelle la géopolitique du football et du sport. C'est la raison pour laquelle vous me voyez intervenir dans un sujet comme là, pour lequel cette semaine on m'a vu sur des plateaux de télévision de football, un sujet sur lequel je ne m'exprime évidemment pas normalement. Et alors, l'opportunité, elle est venue, d'une part, elle a été saisie, je vais m'en expliquer, par les Américains, pour une action dont les cibles sont la prise de contrôle de la FIFA, la déstabilisation de la Fédération européenne de football et la remise au pas de la Russie et aussi du Qatar, qui a exagéré dans son soutien à des organisations comme Daesh. Les Américains, vous savez, moi je suis un anti-américain radical. Vous avez vu dans une autre émission que j'étais peut-être l'un des anti-américains les plus radicaux en Europe, mais je ne maîtrise pas l'ennemi. Je considère que c'est un honneur et un devoir de se faire enseigner par l'adversaire. C'était la devise du fondateur de la géopolitique allemande, le général Haushofer. Je lis les Américains et je respecte ce que j'appellerais leur sens de l'opportunité et leur sens du combat. Ils ont donc attendu le moment favorable, c'est-à-dire l'élection, la réélection de Blatter. Ils ont évidemment préparé le terrain pendant certainement 6 à 8 mois, en lançant notamment la candidature du prince jordanien, du prince Ali, qui n'est pas, comme je l'entends dire par certains analystes, ce n'est pas l'homme des pays arabes, ce n'est pas encore moins celui qui serait le candidat des pays non européens, c'est le candidat de Washington. Il est apparenté au petit roi de Jordanie. La Jordanie, c'est quoi? C'est une plateforme, un porte-avions géopolitique des anglo-saxons, des britanniques et aujourd'hui des américains au Moyen-Orient. Et le roi de Jordanie, par exemple, il a une formation d'officier américain à West Point. Donc l'affaire a été préparée. Dernier élément pour comprendre pourquoi ça se passe en Suisse, parce que la Suisse est un État fragilisé au niveau international. Ils ont refusé par référendum de rentrer dans l'Union européenne, donc l'Union européenne ne les aidera pas. Ils ont fait un bras de fer au niveau international pendant plusieurs années avec le fisc américain qu'on appelle l'IRS, avec le gouvernement américain, qui exigeait d'obtenir les identités de comptes en Suisse clandestins de contribuables américains. Il y avait de très grandes banques suisses, comme UBS ou UBSB. On a déjà oublié cette affaire, mais les Suisses pas. À la fin, menacés d'être interdits d'activité bancaire pour la totalité de leurs banques sur le territoire américain et de sanctions économiques. Vous imaginez la Suisse sous sanctions. Les Suisses ont, comme on dit un peu vulgairement, ils ont baissé leurs pantalons. Et donc, c'est un État fragilisé où les services judiciaires américains, le fisc américain, le ministère de la Justice fait la loi. C'est la raison pour laquelle on a pu, à partir de mandats d'arrêt internationaux qui n'ont pas de valeur, parce que le fisc américain, la justice, s'est emparé d'un dossier où les États-Unis ne sont concernés peut-être que pour 0,5% ou moins. Mais les Américains ont attribué à la plupart de leurs juridictions et de leurs lois une compétence universelle. Il suffit qu'un tout petit élément d'un dossier de corruption implique des Américains, c'est le cas, et à partir de ce moment-là, le fisc américain, le ministère de la Justice peut s'en saisir pour en faire toute autre chose. La corruption, je vous l'ai dit, on aurait pu tailler dans le vif en 2011, 2012, 2013. On a attendu opportunément le renouvellement du mandat de Blatter et la préparation de la Coupe 2018 en Russie, qui est la cible de toute cette opération. Alors, si à vous entendre, Monsieur Michel, ici, donc avec ce scandale ici, on a comme une transposition de la bataille hégémonique que se livrent les États-Unis et la Russie sur, par exemple, en Ukraine. Elle est en train de se déporter sur le champ sportif, d'où les termes que vous avez utilisés, géopolitique du sport et géopolitique du football. Mais c'est-à-dire que, vous savez, l'affrontement géopolitique, il est sur tous les terrains. La géopolitique du sport, dont la géopolitique du football n'est qu'une des parties, elle est apparue il y a une quinzaine d'années, mais elle concerne des cas qui existent depuis les années 30.
qu'est-ce qui se passe? C'est simplement, il y a une notion fondamentale là-dedans, c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est une notion qui est apparue il y a aussi une quinzaine d'années. Donc, qu'est-ce que c'est par opposition le hard power? C'est ce qui faisait la puissance traditionnelle des États, leurs forces militaires, leur arsenal nucléaire, la dimension de la population, la dimension géographique, la force industrielle, la force financière. Ça, c'est la puissance traditionnelle. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire c'est l'acquisition de la puissance, de ce qu'on appelle une surface géopolitique au travers du sport, au travers de la culture, au travers des traditions d'un pays. La France, par exemple, avec tout son patrimoine historique et architectural, avec sa langue, la France est puissante géopolitiquement par la francité, par exemple, par cette organisation de la francophonie, où elle est la partie dominante quand même dans ce qui représente 400 millions d'habitants de la Terre, et bien entendu le sport, puisque les grandes compétitions internationales apportent un prestige, et dans une dimension qui va encore plus loin, le contrôle de la FIFA apporte une puissance au pays qui va la contrôler, et va apporter des problèmes au pays qui aura en face de lui. C'est ce que les Américains essayent face à la Russie. Ils essayent que la Russie se retrouve avec un président hostile. La géopolitique du football, derrière ça, il y a une notion fondamentale qui est la politisation du sport. C'est vieux comme l'humanité. C'était déjà le cas des Jeux olympiques dans l'Antiquité. Il y a eu toute deux siècles de querelles, de guerres, de disputes pour la prise de contrôle des Jeux olympiques grecs qui finalement sont revenus aux Romains. On va ici, la géopolitique moderne, même si c'est du sport, même si c'est une notion récente, on peut la faire démarrer dans les années 30. Dans les années 30, il y a une série de systèmes totalitaires et qui comprennent l'intérêt que représente pour eux le sport. En 1934, la première trace, c'est Mussolini qui, par corruption, s'offre la Coupe européenne de football. L'Italie, à l'époque, qui est un État très mal vu, il gagne une très grande surface politique. 1936, ce sont les Jeux olympiques de Berlin. Hitler s'en sert comme d'un tremplin pour consacrer la réémergence de l'Allemagne du Troisième Reich comme une grande puissance européenne. Les nazis vont investir tous les domaines du sport. Ils interviennent dans, par exemple, la course automobile. Ils interviennent dans le football, ils interviennent dans l'athlétisme, etc. Ça va se généraliser une fois la Seconde Guerre mondiale terminée. On a, dans les années 80, les dictatures d'extrême droite latino-américaines, le Chili et l'Argentine, qui se servent précisément des Coupes du monde de football pour sortir de leur isolement politique. On a la grande opération de Reagan, qui est pour le boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980. L'opération, elle se renouvelle l'année précédente, en 2014, avec les Jeux de Sochi, que les Américains essayent de saboter. Avant ça, ils s'en sont pris aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. C'est un ensemble de relations où le sport n'a plus rien à voir avec le sport. Il vise à créer une dynamique de puissance pour un État. Et dans le cas de tout petits États qui ont peu de surface géographique ou humaine, c'est le cas du Qatar, le sport sert à acquérir la dimension d'une puissance géopolitique. Le Qatar, c'est le spécialiste du soft power. Il est actif dans le football, notamment en France où il contrôle des clubs comme le Paris Saint-Germain. Il est actif dans le monde de la finance internationale. Il est actif dans les fausses fondations philosophiques, c'est-à-dire, par exemple, c'est le Qatar qui finance les mosquées de la banlieue parisienne. C'est une des stupidités de Nicolas Sarkozy. Qatar veut dire évidemment fondamentalisme wahhabite. Le Qatar aussi est très actif dans le domaine de l'art. Il a, par exemple, un partenariat avec le Louvre. Il y a des divisions du Louvre qui se trouvent maintenant à Doha, etc. Et le Qatar, qui est un régime autocratique moyenâgeux, où la femme, les immigrés n'ont aucun droit, le Qatar se présente
comme un État sympathique qui notamment fait la promotion de l'art moderne. C'est ça le soft power. Au milieu de ça, le football est le domaine où ça s'est le plus développé parce que c'est un sport international à la mode, c'est la FIFA, comme je l'ai expliqué, c'est un empire. Et alors, il y a une toute dernière dimension, mais on en parlera un peu plus loin si vous voulez bien, c'est le dernier domaine où l'Europe occidentale a une prédominance. Et donc, non seulement l'opération, ce que j'appelle l'opération FIFA Gate, menée par les Américains, elle vise la Russie, elle vise le Qatar, mais elle vise aussi à déstabiliser la mainmise européenne, ouest-européenne sur le monde du football. Et quand on voit un type comme Platini agir pour les intérêts américains, on est dans la même situation que la France qui va bombarder la Libye, la France qui soutient le terrorisme en Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Les Français sont en train de se tirer une balle eux-mêmes dans leurs pieds. Alors, Luc Michel, hein, quand on regarde le déroulement des événements, on a vu Sepp Blatter qui, à un moment, semblait tenir le gouvernail et il a quand même réussi à être réélu. Puisqu'on parle des jeux politiques ici, à votre avis, à quel moment a-t-il senti le vent tourner? Qu'est-ce qui fait qu'il lâche du lest? Il s'est sans doute passé de quoi en coulisses? Écoutez, il est tombé d'une part sur un piège. Le piège a été tendu en deux parties. On a commencé par arrêter ce qu'on peut appeler sa garde rapprochée. Lui, évidemment, ne pouvait pas faire marche arrière dans l'élection puisque on était 3-4 jours avant son élection. Il a cru que le soutien, notamment très fort des Russes, le soutien des BRICS, etc., et des fédérations africaines était suffisant pour stabiliser la situation. Les Russes, je l'ai écrit, vous savez que moi je suis russophile, mais être ami de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer. Les Russes souvent sous-estiment l'adversaire américain. C'est ce qui s'est passé en Ukraine. En Ukraine, en janvier-février 2014, les Russes ont cru qu'ils avaient gagné. Avec l'accord signé par Yanukovych, le prêt de 4 milliards d'euros, et ils ont perdu finalement à la fin du mois de février. Eh bien, même si après les autres développements, la Crimée, le Donbass ont continué, eux pensaient avoir terminé avec le dossier. C'est la même chose qui s'est passé à la FIFA. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première vague d'arrestation et la réélection de Blatter? D'une part, l'élection a montré des failles au sein de la FIFA, et elle a montré notamment que Blatter, qui est suisse, n'était plus soutenu par les fédérations européennes. Ça, c'est le sale travail de Michel Platini. Michel Platini, moi je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le Qatari Gate. C'est quelqu'un qu'un reportage de France 2, la télévision française, a décrit comme un homme avide de pouvoir. Et donc, il se verrait bien, pas immédiatement, mais plus tard, dirigeant le football mondial. Il est tenu par le Qatari Gate, il est tenu par les Américains. C'est le dirigeant du monde du football qui n'apparaît pas dans les dossiers, alors que, comme je vous l'ai dit, il a été impliqué lourdement par les enquêtes, notamment de la Gazette du football, qui est le grand journal français avec l'équipe du sport. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de tout ça? Blatter réélu s'est trouvé isolé. Les Américains ont alors refermé la deuxième mâchoire du piège, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé les enquêtes avec des preuves manifestes, sur le bras droit de Blatter, qui a dû venir se justifier. Et on a fait comprendre à Blatter qu'il était au centre de l'enquête. Ils ont annoncé que probablement il serait convoqué et interrogé, et je pense qu'on lui a mis le marché en main. On lui a dit, écoutez, démission et peut-être pas poursuite. La justice américaine, il faut comprendre comment elle fonctionne, c'est une machine à faire du chantage. C'est-à-dire que ce n'est pas le système qui existe en Afrique, ou en Europe, ou même en Grande-Bretagne. C'est un système où, à tous les niveaux d'une enquête, les enquêteurs, le parquet, les juges négocient avec les gens qui sont poursuivis. On négocie votre peine, on négocie les chefs d'accusation jusqu'au dernier moment, on négocie les années de prison, et donc on tient quelqu'un. Vous avez vu qu'il y a une tombe dans l'affaire
qui était un ami de Blatter, c'est ce milliardaire juif américain qui a servi en fait de taupe au fisc américain. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les pays du monde, le fisc, c'est un département qui est proche de la justice, qui enquête comme une police judiciaire, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qu'on appelle l'IRS, l'Internal Revenue Service, c'est constitué, donc c'est un État dans l'État américain qui fait trembler tout le monde, et ce sont des gens qui sont structurés comme un service secret, avec des enquêteurs clandestins, avec des moyens d'action, avec des commandos. Il est arrivé en Amérique latine qu'on allait enlever des trafiquants de drogue. C'est notamment ce service qui a mis un terme à la carrière d'Al Capone. Vous connaissez tous l'histoire, le feuilleton, le film des incorruptibles avec Elliot Ness. Al Capone, qui était le chef du crime américain dans les années 30, personne n'avait su le faire tomber pour des faits de crime ou de délit pénal. Il est tombé pour de la fraude fiscale. Donc, Blatter a été mis sous pression, sous chantage, et il a dû partir. Et évidemment, il a payé la sous-estimation que les Russes, ou même Poutine est intervenu en défense de Blatter, ont fait des Américains. Ils ont aussi sous-estimé la réalité de la corruption. On n'est pas, qu'on comprenne bien, peu importe qu'il fasse chanter Blatter, sa garde rapprochée, toute la FIFA, on commence à s'en prendre au football africain, on commence à s'en prendre maintenant au Qatar évidemment, on commence à s'en prendre à d'autres gens. On investigue même en France, sous la Coupe du Monde 1998. Mais la réalité de la corruption, elle est là. Il faut comprendre ça. Les Américains ont visiblement des dossiers solides, ils ont des preuves, et donc il n'y a pas grand-chose à discuter au milieu de tout ça. Alors... Maintenant, la finalité de tout ça, oui, elle n'a rien à voir avec le sport. Il ne faut pas écouter les grands discours. Allons donc, Luc Michel. Les Américains ne sont absolument pas les champions de la lutte contre la corruption. Le système mondial, la globalisation américaine, c'est une machine de corruption. Mais simplement ici, il y a, comme je vous l'expliquais, il y a de très grands enjeux de géopolitique. Contre la Russie, c'est évident. Luc Michel. Il ne faut pas l'expliquer. Oui. Mais il y a des enjeux contre le Qatar et il y a des enjeux contre l'Union européenne elle-même. Voilà, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet. Ces enjeux géopolitiques-là, peut-être que nous puissiez nous en détailler les contours. Prenons le cas de la Russie ici. On voit que la Russie, en tout cas dans le déroulement des événements, semble avoir perdu la première manche avec ces arrestations. Quelle peut être la réaction de la Russie avec le rouleau compresseur judiciaire que vient de le lancer les Américains avec tout ce qui se passe? Écoutez, c'est simple. Pourquoi la Russie, pour commencer, qui est la cible principale? La Russie, avec Poutine, c'est un État reconstitué. C'est redevenu une très très grande puissance militaire. Poutine a l'ambition d'en refaire non pas une grande puissance, mais une superpuissance, comme l'était l'Union soviétique. Il y a des projets qui sont des projets géostratégiques pour les 50 prochaines années, notamment de reconstituer de grandes flottes qui permettront de rivaliser avec les 39 flottes et flottilles américaines qui couvrent le monde. Ça, c'est la première chose. Donc, le soft power sert aux Russes à se donner de plus en plus de prestige et à se montrer face aux gens, au peuple du monde, face aux États du monde, comme le compétiteur des Américains, comme une grande puissance. Les Jeux Olympiques de Sochi, la Coupe du monde de football, ce sont des éléments soft power d'un programme de renaissance de la puissance russe qui, lui, est géostratégique et purement géopolitique. Donc, c'est évident pour les Américains. Il faut, en tout cas, peut-être pas empêcher la Coupe du monde, mais la perturber et laisser entendre que les Russes sont corrompus. Ça, c'est le premier parti. La réaction des Russes, on ne la connaît pas encore. Je suppose qu'ils vont essayer de cadenasser les autres fédérations de la FIFA, particulièrement en Afrique, mais on ne sait pas dire comment elle va, ou peut-être qu'ils vont eux-mêmes sortir des dossiers. Le niveau de corruption atteint par la FIFA, ça veut dire qu'il y a de la corruption à tous les étages. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième État qui est visé, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ne suivent pas la politique mondiale, c'est le Qatar.
Le Qatar, c'est l'allié principal avec l'Arabie saoudite, aussi bien des Américains que des Français, dans le Golfe Persique au Moyen-Orient. Mais le Qatar est devenu beaucoup trop ambitieux et, comme je vous l'ai dit, il développe une forme de wahhabisme qui est encore plus radicale que celle de l'Arabie saoudite. Et donc, le Qatar a des liens avec ces mouvements djihadistes qui sont en train d'échapper au contrôle américain, qui sont Daesh qui est présent donc non seulement en Syrie et en Irak, mais maintenant en Libye et en Afrique centrale, au Nigeria et au Niger, avec Boko Haram qui lui a fait allégeance. Il y a également d'autres mouvements qui vont suivre. Donc, le Qatar a été trop loin. Et pour les Américains, il s'agit de rabaisser ses ambitions, comme on donne une fessée à un enfant qui se comporte mal. Il faut quand même savoir qu'il y a 2 ans, ils ont déjà orchestré le changement de l'ancien émir du Qatar pour un de ses fils. Donc, le Qatar est pris dans une démesure. Ce sont des gens qui croient que tout leur est possible, que tout leur est permis. Et donc, on va leur rabaisser le caquet, ce que j'ai appelé le caquet géopolitique pour reprendre la vieille expression française. Troisième cible, c'est ce que j'expliquais, c'est la dernier domaine où l'Europe de l'Ouest est prédominante. Il y a dans le grand atlas du sport, qui est publié par la maison d'édition de référence des atlas géopolitiques qui est Autrement, ils ont publié une carte. C'est l'Europe suivant la forme, le monde suivant la forme de puissance. L'Amérique, c'est la zone de la puissance militaire et politique. L'Asie, c'est la zone de la finance. Et l'Europe de l'Ouest, ce n'est plus que la zone de la dominance dans le football. On voit là que l'Europe est cantonnée au soft power. C'est un des buts des Américains. C'est pour ça que l'OTAN existe. C'est que le hard power ne soit plus aux mains des Européens de l'Ouest. C'est à ça que sert l'OTAN. L'Europe, il faut quand même comprendre les choses, c'est la première puissance économique mondiale. C'est pas la Chine comme on le raconte. Si vous mettez ensemble simplement les 10 pays les plus avancés des 28 pays de l'Union européenne, il n'y a pas photo. L'Europe est loin devant la Chine, loin devant les États-Unis. Rien que l'Allemagne de Mme Merkel, c'est la 4e puissance économique mondiale. Mais ces géants économiques, ce sont des nains politiques, militaires, géopolitiques. Donc, cette vision du monde où le football était encore aux mains des Européens, visiblement, elle ne plaît plus non plus aux Américains. Actuellement, les Américains poussent plutôt des puissances régionales, la Pologne ou la Roumanie au sein de l'Europe, par exemple. Ils ont un accord de partenariat en Afrique avec les Français, mais aussi l'Allemagne qui est de retour. Et donc, il faut abaisser les intérêts de l'Europe dedans et faire que cette dominance de la FIFA ne passe pas aux États-Unis, mais passe dans les mains de domestiques des Américains. Pourquoi pas directement? Parce que une des rares zones du monde où le football n'est pas dominant dans les sports, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est le domaine, donc c'est ce qu'on appelle le football américain, qui est en fait une version yankee du rugby. Le football classique, qu'on appelle le soccer aux États-Unis, c'est un sport de femmes. Il y a beaucoup d'équipes de football classique féminin, mais ce n'est pas le grand sport. Donc, les Américains ne savent pas prendre directement le contrôle de la FIFA, donc ils agissent par des marionnettes, des gens comme le prince Ali, ou comme visiblement Michel Platini. Au milieu de tout ça, il y a cette volonté des Américains de rester la seule superpuissance mondiale et de profiter de la décennie qui est 2015-2025, où ils ont encore la dominance mondiale dans à peu près tous les domaines. Ils ont encore la dominance militaire, ils ont dans le domaine des hydrocarbures, vous savez qu'avec le pétrole et le gaz de schiste, qui n'est pas un échec comme on le raconte, simplement c'est cher à produire, c'est extrêmement polluant, mais les Américains n'ont jamais eu cure de ça. Les Américains sont devenus exportateurs de pétrole, ils sont donc plus dépendants des champs pétroliers, notamment du Moyen-Orient. Et donc, ils veulent profiter de cette fenêtre d'opportunité de 10 ans pour, si vous voulez,
si la géopolitique mondiale c'était un casino pour faire ce qu'on appelle un banco, c'est-à-dire rester la superpuissance mondiale, éliminer les Russes et les Chinois. Ce que je vous raconte là, c'était exprimé explicitement par les géopolitologues américains, les gens de Stratford par exemple, et son président George Friedman. C'est pas moi qui tire ça. Je lis beaucoup les géopolitologues américains parce que eux, un peu comme le faisaient les nazis dans les années 30, ils sont très brutaux et ils expliquent ce qu'ils vont faire. Au milieu de tout ça, l'opération qui est menée au sein de la FIFA, elle vise à désamorcer le soft power, la puissance du soft power, chez ceux que les Américains perçoivent comme des concurrents, les Russes et les Européens. Et au passage, il s'agit de donner une bonne fessée au Qatar qui a perdu le sens de la mesure. Alors, si on regarde donc la situation actuelle, on peut envisager les prochaines élections à la tête de la FIFA dans les prochains mois. Ça va être une lutte, donc une lutte de positionnement entre ces différents, entre les États-Unis et la Russie et peut-être quelques pays européens qui vont essayer de se repositionner après le camouflet qui vient de vivre Sepp Blatter et tous les membres de son comité exécutif qui ont été arrêtés. Écoutez, c'est assez simple. C'est-à-dire que probablement, il y a déjà eu des mouvements intérieurs. Peut-être d'ailleurs que les Russes eux-mêmes ont aidé, on ne voit pas qui d'autre, ont aidé Blatter à négocier. Blatter, il ne s'en va pas demain matin. Il a obtenu de rester président intérimaire. La prochaine élection jusque la fin de 2015 et sans doute une grande partie de 2016. Simplement parce que la campagne pour l'élection du président, ça prend beaucoup de temps. Les candidats doivent faire campagne, visiter les fédérations. Et il est possible aussi que, soutenu par la Russie, il ait quand même pu maintenir certaines de ses positions. Le combat qui va se poser, il va être d'une part interne à la FIFA, c'est-à-dire qu'ils vont bien entendu essayer, les Américains, d'encore plus déstabiliser la FIFA. Il faut voir s'ils oseront aller à une inculpation et peut-être un mandat international contre Blatter. Et la lutte va se passer à l'extérieur de la FIFA, dans des arènes comme l'Union africaine, comme évidemment les BRICS, comme les organismes qui existent autour de la Chine et de la Russie, l'organisation de Shanghai, l'OCTS, etc. Pouvoir prédire comment ça va bouger, on ne sait pas le dire. On est véritablement dans un combat de l'ombre. Il y aura évidemment encore des coups bas derrière. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il va se propiler? Il est bien certain qu'on va probablement essayer de ressortir le prince Ali parce que il avait déjà obtenu un soutien. C'est l'homme des Américains, c'est l'homme des monarchies arabes qui existent évidemment puissamment au niveau de l'argent. La FIFA, c'est le monde de l'argent. La FIFA existe, vit, fonctionne par l'argent. Il faut comprendre ça. On n'est plus dans les idéaux du sport, on est au cœur de la globalisation où le sport, comme la culture, ou comme l'éducation, est une marchandise. Et le football, c'est une marchandise de valeur. Donc, comment ça va se passer? Probablement le prince Ali. Platini a l'air de déclarer qu'il ne s'intéresse pas, et c'est vrai qu'il va avoir fort à faire pour garder le contrôle de la Fédération européenne de football, en sachant que la FIFA, qui est organisée sur des règles géopolitiques et transnationales, elle est organisée en continent, comme toutes les grandes organisations qui pensent transnationales, eh bien, dans la FIFA Europe, il y a évidemment la Russie, il y a les pays alliés de la Russie, il y a toutes les ex-républiques soviétiques, et donc, voilà, ce n'est pas non plus à négliger, donc faire des pronostics, c'est assez difficile. Ce qu'il faut suivre maintenant, c'est si on va aller à une inculpation rapide de Blatter ou pas. En sachant que les taupes infiltrées par le fisc américain dans la FIFA, etc., si vous suivez l'actualité, on ouvre de nouveaux dossiers chaque jour.
Alors, est-ce qu'on peut penser ici à une remise en cause de l'attribution des Coupes du Monde 2018-2022? Est-ce que les États-Unis peuvent pousser le bouchon aussi loin que ça et de remettre en cause ces attributions là quand on sait qu'on les a attribuées à la Russie et au Qatar dans cette volonté de déstabiliser le soft power de ces deux pays-là? Mais là, il y a évidemment des analyses qui sont complètement divergentes. Il y a ceux qui disent que c'est trop tard et d'autres qui disent que si le scandale de la corruption est avéré, on peut encore les déstabiliser. Il y a d'autres cartes qui sont jouées. Il faut écouter ce qu'a raconté un des personnages clés de l'offensive américaine, c'est Platini, qui soit français. Ça ne pose aucune surprise, puisque vous savez que depuis le retour de la France de Sarkozy dans l'organisation politique et militaire de l'OTAN, la France, ce n'est plus la France du général de Gaulle, ce n'est plus la France de Villepin qui a dit non aux États-Unis, aux Nations Unies en 2003. La France aujourd'hui, c'est le meilleur domestique ou le meilleur allié de Washington. Il y a un axe géopolitique Paris-Washington qui est l'axe de l'agression occidentale. Donc, il faut suivre ce que Platini a raconté. Platini, quelques jours avant l'élection de Blatter, on lui a posé la question de la Coupe en Russie et il n'a pas hésité à déclarer qu'on pouvait envisager une Coupe européenne alternative, par exemple. On peut ne pas interdire la Coupe du Monde, mais on peut la saboter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut évidemment savoir, c'est qu'il y a eu une enquête interne du comité d'éthique de la FIFA et que cette enquête ici n'a pas déterminé évidemment n'a pas mis la Russie en cause. Voilà ce qu'il faut savoir, alors que le Qatar l'a été. Donc, moi, vous savez, je n'aime pas de faire des pronostics parce que, bien entendu, dans cette affaire-là, on n'a pas de certitude. Moi, je me base sur des données et il est encore trop tôt pour déterminer ça. Par contre, au niveau du Qatar, évidemment, au niveau du Qatar ici, là on est dans tout à fait autre chose, puisqu'on est quand même dans une coupe qui est dans 7 ans. Ça dépendra des dossiers. Voilà. Ça dépendra des dossiers. Pour terminer, pour sortir de cet entretien, Luc Michel, il y a le football, mais puisque vous avez parlé d'une géopolitique ici, du sport de manière générale, est-ce qu'on peut penser que les États-Unis ou que d'autres pays puissent utiliser les attributions ou les autres prochains, les grandes joutes internationales sportives comme les Jeux Olympiques? On sait qu'il y a les Jeux Olympiques qui ont été attribués au Brésil, on fait grincer pas mal dedans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre d'affrontement là dans les prochaines années via des grandes joutes internationales comme celle-là? Oui, parce que à partir du moment où vous avez une géopolitique du football, cette géopolitique du football ou du sport, elle suit les grands affrontements géopolitiques. Qu'est-ce qui a caractérisé ce qu'on a appelé le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'ordre né de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991-92, c'est la superpuissance mondiale unique américaine qui dominait le monde. Maintenant, on est évidemment 25 ans après, il y a des challengers, il y a des challengers qui sont ici, et donc le grand problème qui se pose, c'est que la Russie, la Chine a émergé, d'autres puissances vont encore émerger. Il s'agira aussi d'empêcher l'émergence. L'une des grands axes de la politique américaine, c'est d'empêcher une union panafricaine puissante et indépendante. Et donc, bien entendu, le sport va devenir l'arène majeure des grands affrontements, en sachant en plus que les grandes puissances, hormis des guerres régionales comme en Ukraine, ne peuvent pas se permettre un affrontement direct puisque ce sont des puissances nucléaires. Voilà donc, merci pour tous ces éclairages, Luc Michel, d'avoir pris le temps de nous parler ce soir depuis Bruxelles. Très bonne fin de journée chez vous et à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt.